De l'urbanisme aux logements sociaux, en passant par le prix des loyers, les problématiques sont ici nombreuses. Jean-Marc Pérez, faites-nous le point sur l'état des lieux du logement à Toulouse. Un état des lieux, d'ailleurs, pour le logement, c'est parfois utile. Et très vite, on le disait tout à l'heure, chaque année, Toulouse accueille des milliers de nouveaux arrivants et doit donc loger cette nouvelle population. De 1999 à 2008, le nombre de logements à Toulouse a augmenté de presque 12% et la ville compte aujourd'hui 20% de logements sociaux. Le délai d'attente pour en bénéficier est d'environ 1 an. Puis il y a l'urgence. L'agglo compterait 8100 domiciles fixes selon les associations. Mais malgré la crise, l'immobilier se porte ici plutôt mieux qu'ailleurs. Sur les 260 et quelques 1000 logements que compte la ville, moins de 20% sont des maisons individuelles. Nouveau quartier et verticalisation, c'est donc plutôt en hauteur que se construit la ville rose, suscitant parfois le mécontentement des riverains et l'inquiétude de ceux qui craignent de voir se répéter les erreurs des grands ensembles des années 60-70, d'autant qu'il faut prévoir les équipements qui vont avec, crèches ou écoles, ce qui coûte cher. Merci Jean-Marc. Alors, avant de voir vos propositions à chacun sur ce chapitre du logement, on redonne la parole aux internautes avec cette question nette et précise de Jacques qui nous dit « Se loger à Toulouse devient de plus en plus cher. Que comptez-vous faire contre cela ?» On va écouter, pour débuter sur ce chapitre, allez, Christine de Vérac, elle a été la première à réagir, on y va. Alors, pour répondre sur cette question-là, on a la loi Allure qui a été votée, qui est un prolongement de la loi Cellier. Et on a des outils en France qui doivent être utilisés au niveau local. Et cette loi, elle permet à un particulier d'acquérir un bien, de le mettre en location et d'en avoir un avantage fiscal. Et en moyenne, cela rapporte à l'État 15 000 €. Et ce dispositif doit être vraiment dupliqué au niveau local. Et les collectivités doivent là aussi, même si elles n'ont pas directement, mais doivent là aussi en faciliter l'accès en facilitant les prêts à taux zéro. Je voudrais parler aussi de la mixité. On reste sur les prix, parce qu'on va tous sur répondre sur les prix. Bon, après, je reviens. si vous me redonnez la parole, ça va. Qui voulait parler, Jean-Christophe Célin ? Oui, alors sur la question des prix, je suis quand même assez sidéré de voir que la dernière loi du FLO ne soit pas plus contraignante sur la question de l'encadrement et de la baisse des loyers. Donc là aussi, la question locale renvoie à une question de volonté politique au niveau national. Le maire, il a des leviers quand même sur les prix ou pas, d'après vous ? À mon avis, il y a des leviers, je vais expliquer lesquels. Il y a des leviers si on applique la loi de réquisition sur la question des 2000 logements vides publics et institutionnels, parce qu'aujourd'hui, il y a une crise du logement qui est 2 fois supérieure à celle que la France a connue après la Seconde Guerre mondiale, où il y avait 1 500 000 mal logés en 1945, quand la loi de réquisition a été faite pour loger ces pauvres gens qui étaient sur les routes après la guerre. Aujourd'hui, on est à 3 200 000 mal logés et 20 000 mal logés sur Toulouse. On met ça en rapport avec 2000 logements publics vides et institutionnels, je n'ai pas parlé des logements privés, avec 60 000 mètres carrés de bureaux en plus ces 6 dernières années. On a là matière à pouvoir appliquer la loi de réquisition très concrètement pour loger les gens et loger à un tarif très social, et ainsi on cassera la spéculation. Premier mécanisme, après on y reviendra, sur la question de la maîtrise du foncier, de la construction, du quota de logement très social, etc. Mais première réponse. Pourquoi elle n'est pas appliquée, cette loi de réquisition à Toulouse ? Pourquoi ? Mais cette loi de réquisition à Toulouse n'est pas appliquée comme d'autres choses ne sont pas appliquées au niveau national, parce qu'il y a un manque de volonté politique. C'est possible ou pas de l'appliquer, Pierre Cohen ? C'est pas vrai, on le sait très bien. Et en plus, Jean-Christophe Célin le sait très bien. On sait très bien qu'aujourd'hui, la réquisition par rapport à ce qui pourrait être réquisitionné nous met en face d'un certain nombre de personnes qui peuvent contourner et qui peuvent empêcher la réquisition. Puisque la réquisition, il faut un certain nombre de critères. Et ces critères sont extrêmement complexes, parce qu'il faut que, à la fois, le propriétaire n'ait aucune solution alternative et il faut qu'il n'ait absolument pas engagé Donc c'est vrai que la loi, ou le texte de loi, aujourd'hui, nous amène à avoir une véritable difficulté à réquisitionner. Aujourd'hui, le meilleur moyen d'avoir un logement peu cher, c'est la maîtrise du foncier. La maîtrise du foncier. C'est la maîtrise du foncier et faire plus de logements. Parce qu'aujourd'hui, nous, depuis 6 ans, nous avons construit beaucoup plus de logements. Nous avons enfin rattrapé le retard par rapport aux 20% de logements, puisque nous l'avons atteint il y a 2 ans. Nous sommes prêts pour pouvoir atteindre les 25%, mais c'est aussi les logements maîtrisés, c'est-à-dire pas obligatoirement le logement social. Et quand vous avez une véritable maîtrise du foncier, avec l'établissement public foncier local que nous avons mis en place, qui achète la possibilité, tous les terrains pour pouvoir ne pas rentrer dans la spéculation foncière, eh bien là, on est réellement dans une réduction des coûts du logement.
Il existe un gros projet pour les prochaines années à Toulouse, c'est sur le terrain du CEAT à Jolimont. Alors là, vous faites allusion je dirais à la loi Duflot avec le quota qui permet de dire qu'aujourd'hui, c'est une promesse du candidat François Hollande qui a rappelé que dans cette loi, quand nous faisons du logement social, eh bien, il y a à l'euro symbolique, le prix du terrain, ce qui veut dire que nous avons gagné 10 millions d'euros sur un terrain qui, par le gouvernement précédent, nous était proposé avec 10 millions de plus. Comment ça se traduira, M. Cohen, ça se traduit d'abord, au mètre carré? Ne pas être obligé d'avoir une densité En termes de énorme, prix au mètre carré, vous voulez dire, Lionel? ne pas avoir une densité énorme, et deuxièmement, d'avoir une véritable capacité de faire du logement maîtrisé. Puisque quand vous mettez le prix du foncier très haut, des logements de qualité, eh bien à la fin, vous avez un prix du logement, qu'il soit en accession ou qu'il soit en location, cher. Déjà, si vous maîtrisez le foncier, et c'est ce que nous essayons de faire et ce que nous faisons aujourd'hui. Elisabeth Belhomme. Oui, moi je veux proposer une troisième solution pour la maîtrise des prix. Alors il y a la réquisition, il y a la construction de logements, et à condition qu'on soit très vigilant sur le fait de ne pas faire de nouveaux ghettos dans d'autres quartiers, c'est-à-dire à faire réellement des appartements en accession à la propriété et des logements sociaux. Il y a une troisième possibilité qui est, il y a dans la ville de Toulouse de nombreux logements vacants que les propriétaires privés ne veulent pas mettre en location pour des raisons X ou Y, et des fois parce qu'ils ont eu des douches froides au niveau des loyers. Donc on propose dans notre programme de créer l'agence municipale de la location solidaire et sans risque. C'est pas quelque chose qu'on invente, on a trouvé ça se fait à Paris, et à Paris ça marche bien, ils le font depuis plus d'un mandat. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'accompagner les propriétaires frileux, leur proposer de louer leur appartement à un prix bas, c'est-à-dire en contrôlant, et du coup en maîtrisant la hausse des loyers, même en l'abaissant. L'objectif, c'est d'abaisser le coût des loyers. Et en contrepartie de cet engagement, s'ils proposent un loyer à prix bas, la municipalité, l'agence municipale du logement solidaire et sans risque s'engage à lui verser les loyers et peut même l'aider dans la réhabilitation de son appartement, etc. Okay. Bon, et ceci aura en plus comme conséquence bénéfique secondaire le fait que ce sont des appartements sociaux qui sont éparpillés dans toute la ville et donc qui sont forcément créateurs de mixité sociale qu'on appelle de nos voeux. On a bien compris. Jean-Luc Moudenc, sur le prix des loyers, le prix du foncier, le maire peut-il agir et avec quel levier? Le maire peut acheter du foncier, le maire doit impulser le logement social, là-dessus on est bien d'accord, on adhère à l'objectif de 25%. Le maire doit aussi jouer sur tous les leviers, parce qu'en réalité, sur les problèmes de logement, il n'y a pas une solution, il n'y a pas un levier. Et puis dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une famille, il y a des étapes successives où on a besoin, à un moment, d'un type de logement, à un autre moment, d'un autre type. Et le rôle de la collectivité, ça doit être d'accompagner les gens en fonction des étapes de la vie et de faciliter ce qu'on appelle le parcours résidentiel. Moi, j'insiste beaucoup dans cette campagne sur l'accession à la propriété. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que 30% des Toulousains qui sont propriétaires du logement qu'ils occupent. C'est insuffisant et nous développons un certain nombre de propositions pour favoriser cette accession. D'abord, le rétablissement du prêt à taux zéro pour l'ancien, pour le neuf, pour aider les ménages qui n'ont pas trop de moyens, les jeunes actifs, les classes moyennes, à accéder à la propriété sans être obligés d'aller à 20 km de Toulouse. Ce prêt à taux zéro, M. Cohen l'a démantelé, le nombre de bénéficiaires a été divisé par 6 depuis le début du mandat. Nous voulons rétablir sa pleine efficacité. Et puis c'est l'accession sociale à la propriété, c'est la possibilité aussi pour des locataires du parc HLM de devenir propriétaires s'ils le souhaitent de leur logement. C'est également tout un panel que nous proposons de prix à logement abordable. Voilà ce que nous voulons, c'est-à-dire une diversité du logement. Et plusieurs leviers qui fera baisser les prix. Répondez sur le prêt à taux zéro, peut-être vous l'avez démantelé, Pierre Cohen. C'est une mesure qui n'a pas été extrêmement suivie sur le plan national, donc nous l'avons toujours accompagnée. Mais par contre, je peux considérer qu'aujourd'hui, plus que le prêt à taux zéro, c'est que si on a, comme on l'a fait à la cartoucherie, une négociation avec des promoteurs pour avoir un prix de loyer ou un prix de logement au mètre carré accessible, eh bien, nous pouvons répondre à toutes les populations. On a bien compris l'exemple de la cartoucherie. Ahmed Chouki. Alors, les moyens du maire, en fait, pour agir sur les prix des loyers, il est sûr que la mairie est au conseil d'administration des différents offices HLM. Donc celui-ci peut, déjà en jouant sur la transparence des comptes pour que le citoyen
où les locataires puissent accéder à toutes ces charges qui sont refacturées des fois en débit du bon sens et dans une opacité la plus totale. Il y a un travail à faire là-dessus. Il y a aussi un travail à faire en tant qu'administrateur des différents offices HLM à jouer sur la baisse des prix pour peser sur le marché, puisqu'on ne va pas attendre du privé ce que le public ne fait pas lui-même. Ensuite, nous, on dit qu'effectivement, aujourd'hui, la ville de Toulouse est à 20% de logements sociaux. Quid de la communauté urbaine? Je sais qu'on sait tous qu'en dehors de la ville de Toulouse, dans toutes les périphéries, donc Balma, Tournefeuille, ainsi de suite, on est très très loin de ce chiffre-là. C'est 20%. Balma. Non, mais peut-être pas Balma. Alors je me trompe sur l'exemple de Balma, mais sur d'autres. La question de la communauté urbaine est importante, Exactement. puisque je rappelle à nos internautes, vous allez voter également pour élire vos communautés d'agglomération. Exactement. Vos Donc, élus d'agglomération. La communauté urbaine a un pouvoir il faut qu'elle exerce, il faut qu'elle aille au-delà des 25%. Ensuite, pour terminer sur l'accession à la propriété, moi je dis attention, c'est une bonne chose, mais je dis attention, puisque dans le parc HLM, certaines familles voudraient être propriétaires, mais ne le pourraient pas au vu des charges qui des fois sont trop importantes, notamment quand il y a des rénovations. Et pour ne pas se retrouver avec des cas problématiques comme la résidence des Castalides, que nous avons, on a accompagné énormément de monde. Bon, je ne reviens pas sur le sujet, mais pour ne pas retomber sur ce type de problème-là, nous, on propose Toulouse en marche, un loyer symbolique pour toutes les personnes ayant payé plus de 25 ans de loyer dans les offices HLM. Cela permettrait à tous ces habitants-là de retomber dans des proportions en termes de loyer par rapport aux revenus du foyer qui permettraient de revivre. Juste pour info, à Berlin, le loyer représente environ 15% du revenu du foyer. Ça, c'est un chiffre qui permet aux familles de vivre. Merci. Attendez, on va écouter Jean-Pierre Plancade qui essaie de s'exprimer sur ce sujet depuis un moment. Allez-y, vous avez la parole. Merci. Moi, bien sûr que le prix du loyer, le prix du foncier est majeur et la maîtrise du foncier est important. Mais il y a un deuxième point qui est important, c'est le droit à construire. Plus vous donnez des droits à construire, plus automatiquement vous augmentez le prix du terrain. Ça, c'est une conséquence immédiate. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans notre ville? Il se passe la chose suivante, c'est qu'on donne des droits à construire importants. Donc, les promoteurs font de la surenchère sur le vendeur d'un terrain. On est sur la densification. On est sur la densification urbaine. Oui, mais ça rentre dans le prix d'un loyer ou de l'achat d'un appartement. Voilà. Donc, on est en plein dedans. Ensuite, ce qu'il faut dire, c'est que moi, je suis vraiment pour une densification modérée. Il y a des endroits où on doit densifier, mais il y a des endroits où on doit faire de la densification modérée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous chassez les familles. Les jeunes couples, vous les chassez. Les jeunes couples qui veulent accéder à la propriété, qui sont à 2000, 2500, 3000 euros de revenus à deux, ils doivent partir à 30, 40 kilomètres de Toulouse. Moi, je veux qu'ils deviennent propriétaires à Toulouse. C'est très important. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous densifiez, le promoteur, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je fais du T1, du T1 bis, du T2, du T3. Du T4, du T5, beaucoup moins. Et ça, la mairie peut peser là-dessus. Voilà. Et donc, écoutez, s'il y a la caméra qui peut se rapprocher, Montaudran, si vous pensez que c'est un bel exemple d'urbanisme lié précisément à la défiscalisation, moi je trouve que c'est pas ça. C'est pas cette ville-là que je veux pour demain. Je le dis très tranquillement. Mais je vais continuer. Allez, rapidement, parce que pour répondre sur le prix, parce qu'après on va parler de l'urbanisme, mais pour répondre sur le prix. Si on revient sur l'urbanisme, je reviendrai sur l'urbanisme. Voilà, Antoine Maurice. Alors, on va refaire un tour de table sur l'urbanisme, mais tout le monde n'a pas répondu au tweet, et notamment à la question qui intéresse nos téléspectateurs, c'est-à-dire le loyer, le prix d'achat des logements à Toulouse. Sur le prix, effectivement, on a plusieurs leviers. D'abord, la loi du flot, contrairement à ce que dit Jean-Christophe Célin, permet l'encadrement des loyers. Donc, nous pourrons utiliser cet outil-là pour baisser le prix des loyers. Bien sûr, il faudra construire plus et mieux. Et là, utiliser tous les panels. Le logement social, les 25%, l'objectif doit être effectivement au niveau de l'agglomération et faire en sorte que les autres communes portent cet effort également et qu'on ne paye pas au niveau de la communauté urbaine les indemnités qui sont attribuées aux communes qui n'arrivent pas. Développer l'accession sociale à la propriété, 6 000 logements, c'est un objectif. Les bureaux vides, oui, c'est un outil que propose aussi l'ordonnance du flot
de faciliter la transformation des bureaux vides en logements, il faut l'utiliser. L'habitat participatif, bref, diversifier l'offre de logements, pardon. Et puis, un truc important par rapport aux logements sociaux, on a 25 000 demandes en attente. Il faut absolument qu'on ait une méthode d'attribution qui soit plus transparente, qu'on puisse dire où en est le dossier aux personnes, leur donner nos critères objectifs et vérifiables, parce que c'est aussi un enjeu. Et enfin, par rapport au coût, le coût de l'énergie augmente énormément aussi. Parfois même, il rattrape le prix d'un loyer. La question de la précarité énergétique et donc du grand plan de rénovation énergétique des logements qu'on propose permettront aussi demain de diminuer les factures de chauffage qui augmentent fortement dans le coût du loyer et des dépenses des ménages. Serge Larose sur les leviers qu'a le maire sur le prix des loyers. Ensuite, on écoute Jean-Christophe Sellin. Le prix. Bon, il y a plusieurs choses qui font que les prix sont élevés. D'abord, je pense qu'il n'y a pas assez de concurrence au niveau des promoteurs. Je vois partout Kaufman & Broad. Je ne sais pas si M. Cohen a passé un contrat avec cette entreprise. C'était plutôt nos prédécesseurs. Non, mais peu importe. Non, mais c'était de l'humour. Voilà. Enfin, je constate que j'aurais aimé voir d'autres promoteurs. Vous leur avez fait de la publicité. Ensuite, quand un produit est cher, c'est en général parce qu'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande. Donc, il faudrait qu'il y ait davantage de terrains construits. Et je vois autour de Toulouse, par exemple, puisqu'on parle aussi de la communauté, il y a beaucoup de terrains qui pourraient être construits, mais on ne peut pas construire. En France, nous sommes le pays d'Europe qui avons le plus de terrains, la moins de densité de population, et presque partout, on ne peut pas construire. On ne sait pas pourquoi. Donc, il faudrait augmenter le nombre de terrains constructibles. Alors, maintenant, si les gens ont des difficultés pour se loger, c'est aussi parce que les Français sont de plus en plus pauvres. Et si tous les foyers avaient des revenus convenables de par leur travail, sans le chômage, sans la fiscalité excessive, etc., il n'y aurait pas de problème pour se loger. Un petit mot, si vous permettez aussi, sur ce qu'on construit maintenant. On vous montre, mon voisin vous a montré donc Montaudran, j'habite pas loin. On pourrait regarder Bordeaux-Rouge, le métro Ramonville. On vous montre ces photos, on pose les questions, où c'est ? Ça pourrait être la banlieue de Mexico, la banlieue de Johannesburg. Oui, la perte d'identité patrimoniale. Voilà, donc il faudrait revenir à une esthétique qui est la nôtre, à des matériaux qui sont les nôtres, avec un toit en tuiles, des immeubles qui n'aient pas plus de 3 étages, des immeubles qui soient suffisamment petits avec de la verdure autour. Et je suis très inquiet pour ce qui va se faire sur les 15 hectares que nous avons la chance de récupérer au CEAT. Si on fait un nouveau Mirail, ce ne sera pas terrible pour les Toulousains. Jean-Christophe Sellin et Sandra Torre-Mocha. Oui, la question du logement est une question éminemment sociale. Et on a vu que dans le débat, on avait une République à 2 vitesses. La République est ferme quand il s'agit d'expulser des pauvres gens qui ne peuvent pas payer leur logement. Et elle n'est pas ferme quand il s'agit d'appliquer, y compris ses propres ordonnances. Prenons l'ordonnance Duflot. Je me réfère à une discussion au conseil municipal où Martine Croquette, l'adjointe au logement sortante, a dit que dans l'ordonnance Duflot, il y avait une priorité numéro 1 de réquisition de 82 logements et une priorité numéro 2 de 770 logements. Ça fait donc 852 logements. Donc on se rapproche du chiffre des 2000 dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était d'ailleurs aussi les chiffres de Martine Croquette, dans une interview de la Dépêche du Midi, il y a 2 ans. Ça fait 6 mois au conseil municipal qu'on a eu cette information-là. Où en sommes-nous ? Pendant ce temps-là, des pauvres gens sont en situation... Attendez, je termine. Je termine. Vous n'aurez pas les éléments de réponse. Attendez, j'ai pas fini. Et qu'on ne peut pas le faire comme... Attendez, laissez-le répondre sur ce point, Jean-Christophe Sellin. Je laisse répondre, c'est vous qui menez le débat. C'est pas non, mais sinon, on va repousser l'élément de réponse, le téléspectateur comprendra pas. Et qu'on ne peut pas réquisitionner, comme le font par exemple certaines associations qui ont l'utilité pour montrer qu'il y a des gens qui sont dans la difficulté, mais on ne peut pas réquisitionner en allant occuper les locaux et dire c'est décrété, on prend la place et on s'installe. Il y a des procédures, nous sommes dans une république avec des constitutions et il est évident qu'il y a nécessité de les appliquer. Ok, vous avez... Alors, terminé rapidement, ensuite Sandra Torre-Mocha et on parle d'urbanisme. Je complètement en faux par rapport à ce que dit Serge Larose sur la question de la mise en concurrence des promoteurs. Nous sommes plutôt partisans en amont de la maîtrise du foncier, et ça existe avec la question de l'EPFL, mais il faut aller beaucoup plus loin. Et en amont, il faut réfléchir à un pôle social de la construction, pour que ce soit la puissance publique qui soit à la manœuvre, et justement que les promoteurs ne s'engraissent pas sur la ville et sur le dos de nos concitoyens. Alessandra Torre-Mocha, après on parle d'urbanisme tous ensemble. Alors, pour répondre donc d'abord à la question, effectivement, comment on fait alors que les logements et les loyers sont de plus en plus chers, le problème se pose pour des factures à régler, que ce soit le gaz, l'électricité ou autre. Et donc, d'abord,
Il faut rappeler quand même que la TVA a été augmentée par ce gouvernement à partir du 1er janvier. Non, pour le logement, elle a baissé. Et donc, c'est une façon là aussi de prendre dans les poches des travailleurs de la population pour ensuite faire des pactes de responsabilité ou autres grands cadeaux sous forme de milliards au patronat. Donc, le problème pour payer les loyers, c'est tout simplement le pouvoir d'achat. Et donc, il faut absolument augmenter de façon significative les salaires, les pensions et les allocations. Ensuite, je vois bien que le candidat du Front National se fait le défenseur des promoteurs immobiliers. Moi, ce que je constate dans le thème du logement, c'est que c'est très simple. Justement, les Bouygues, Eiffage, Vinci et compagnie font des profits, les communes s'endettent, les banquiers ramassent des profits aussi, et les locataires sont obligés de payer de plus en plus cher pour des logements au rabais. Donc ça suffit d'une société où tout passe par le fait de faire appel à des capitalistes. Pourquoi l'État lui-même, ne construit pas à prix coûtant tous les logements qui sont absolument indispensables pour vivre correctement dans un pays riche? Aujourd'hui, on pourrait, justement, en faisant une priorité nationale, mettre l'argent suffisant pour embaucher les maçons, les architectes, ça créerait de l'emploi, ça résoudrait un problème. Il n'y a absolument rien qui l'empêche. Pour trouver l'argent, il suffit d'arrêter de verser des cadeaux au fonds perdu au patronat. On passe du logement à l'urbanisme, si vous le voulez bien. On est à Toulouse, sur une ville dont la superficie est à peu près équivalente à celle de Paris, pour 500 000 habitants. Est-ce qu'il n'est pas de la responsabilité du maire, à un moment donné, de décider, peut-être de décréter de la densification de sa ville, en dépit de la multiplication des recours qui sont introduits souvent sur des projets d'immeubles? Antoine Maurice. Oui, je crois que cette question elle est fondamentale puisque ça rejoint y compris le débat qu'on avait avant sur les transports et la lutte contre la pollution. Il faut lutter contre l'étalement urbain. Il faut aussi préserver le foncier agricole fertile pour développer des politiques alimentaires et d'agriculture. Donc oui, il faut une densification, mais la densification, ça n'est pas forcément des tours de 10 étages. D'abord, nous sommes pour un rééquilibrage de la population à l'échelle régionale, de ne pas concentrer tout l'accueil de population sur la seule métropole toulousaine. Mais ensuite, il faut quand même et bien sûr densifier, mais ça peut se faire à échelle humaine, en privilégiant d'abord le renouvellement urbain. Donc pas forcément toujours détruire pour rebâtir, garder le bâti ancien, garder l'identité de chaque quartier, prévoir aussi des espaces publics, des places, des rues, des espaces verts qui permettent une qualité de vie. C'est possible d'ailleurs à Toulouse quand on compare les chalets et le Mirail, c'est les chalets qui sont beaucoup plus denses, donc ce n'est pas forcément synonyme de moindre qualité de vie. Et un enjeu aussi important, c'est autour, par exemple, de Matabio, qui pour nous sera un des projets urbains majeurs des prochains mandats. Nous avions fait un rêve en 2008, c'était retrouver le canal du Midi avec une voie verte. Nous proposons aux Toulousains de prendre un tram d'avance et d'engager ce projet dès le début, parce que derrière, ça va permettre de construire ce projet de la gare Port-Matabio, qui peut être pour nous un exemple justement de la mutation urbaine vers la transition écologique et montrer qu'on peut avoir peut-être plus de population, mais aussi plus d'espaces de nature, le lien de l'eau avec les quartiers, bref, bien vivre et mieux vivre à Toulouse. Allez, vos lignes forces sur l'urbanisme, Christine Deveyrac. Bon, d'abord, un trait d'humour, puisqu'on parlait du logement. Je ne sais pas si c'est le manque de place qui m'a fait me loger entre M. Moudinque et M. Larose. Je ne sais pas ce que je fais là. Mais bon, plus sérieusement... C'est pas gentil pour eux. Ben non, mais c'est vrai en même temps. Madame, Deuxièmement, plus sérieusement, il y a certains acteurs qui veulent verticaliser la ville. Et moi, je pense que ce n'est vraiment pas souhaitable. Le PLU, il ne doit plus être communal. Il doit être travaillé au niveau de l'intercommunalité pour éviter justement de densifier en hauteur, mais de diversifier en largeur. Deuxième idée que je voulais donner, je ne sais pas si vous me redonnerez la parole. Donc, non, on va faire un dernier tour de table parce qu'on est en retard. Bon, allez-y. Okay. Rapidement, allez-y. Non, je voulais parler de la mixité des immeubles. Quand on voit tous ces immeubles de la ZFU sur la route d'Espagne qui sont à moitié vides... Zone franche urbaine, ZFU, j'explique pour les téléspectateurs. Vous avez raison, en plus je suis contre les sigles. Je suis un lexique vivant, allez-y. Voilà. Pourquoi ne faisons-nous pas des immeubles mixtes qui soient à la fois habitation, à la fois bureau, où on pourrait développer des services de concierge, de crèche, etc., etc. Je pense que ça résoudrait pas tous les problèmes, mais c'est dommage de laisser ces immeubles qui sont à moitié vides. Ahmed Chouki, sur la problématique de l'urbanisme. Alors en fait, nous, on part du principe que sur la question de l'urbanisme doit se traiter au niveau de la communalité, de l'agglomération. Donc il est clair
que, par exemple, il y a certains coins dans Toulouse ou en dehors de Toulouse où il y a du foncier, il y a une densification qui est nécessaire parce qu'on ne peut pas chaque année dire il y a 10 à 15 000 personnes qui arrivent sur Toulouse, être ravis de voir que la région accueille énormément de monde et en même temps dire non, on ne peut pas les loger ou se fermer les yeux. Évidemment, il faut densifier, mais il faut éviter de tomber dans les travers qui nous ont conduits aux grands ensembles et on sait ce que ça a généré. Donc nous, on propose d'en reparler, mais cette fois-ci en quartier par quartier ou secteur par secteur, en reparler avec les concernés, c'est-à-dire les Toulousains d'abord. Allez, vos options, Pierre Cohen, on va D'abord, essayer de je voudrais condenser rappeler quand sur même l'urbanisme. une chose évidente, c'est que qui que ce soit, une fois les élections passées, il y aura une obligation de révision du plan local d'urbanisme intercommunal, donc à l'échelle de la communauté urbaine, c'est la loi, donc ça sera obligatoire. Nous sortons d'une révision, nous avons vu que les habitants étaient extrêmement intéressés. Alors évidemment, il y a ceux qui défendent leur précaré, mais il y a une leur grande jardin surtout. Oui, ou leur jardin, ou leur fond de jardin, enfin, en fonction de... Mais il y a une chose évidente, c'est qu'il y a une vraie mobilisation sur la qualité. Parce que la densification, c'est obligatoire. Aujourd'hui, c'est plus idéologique. Quand vous avez toutes les tendances politiques confondues qui se retrouvent sur le schéma de cohérence territoriale, tout le monde sait que c'est une hérésie de continuer à aller au fil de l'eau, de construire à 80 km, alors, ne serait-ce que pour le défi climatique, mais aussi ne serait-ce que parce qu'on n'a plus les moyens de faire une adéquation entre les services. Donc c'est une qualité, et la proposition que nous faisons dans notre projet, elle n'est pas conjoncturelle, c'est qu'après avoir lancé une fabrique où on a mis beaucoup de monde autour de la table pour le projet urbain d'agglomération, eh bien c'est de créer une fabrique par quartier où l'ensemble des habitants pourront travailler sur le devenir de leur quartier parce qu'ils ont quelque chose à dire sur la qualité urbaine de leur environnement. Allez, Jean-Pierre Plancade, votre ligne force sur l'urbanisme, on fera un tour de table. Je suis pour une révision totale du PDU. Je suis pour une densification. PLU. Le PLU, pardon. C'est le plan local d'urbanisme. Le plan local d'urbanisme, toujours. Je l'ai fait. Non, tu ne l'as pas fait comme j'aurais voulu que tu le fasses. Oui, voilà. Ça c'est différent. Voilà. Enfin, vous arrangerez après. Allez-y, terminez, Jean-Pierre Plancade. Voilà. Donc, sur le plan local, moi, je réformerai le plan local d'urbanisme. Je veux une densité plus faible. Je veux que l'identité toulousaine soit respectée. C'est une obligation absolue. Alors, en même temps, il y a des zones qu'on doit densifier davantage. Dès que l'on élève en hauteur, on va construire que du T1, du T1 bis, du T2, du T3. Vous chassez les jeunes qui veulent devenir propriétaires. Voilà, ça c'est une règle de base. Et pourquoi je veux des propriétaires ? Simplement parce que la propriété, c'est le début de la convivialité, c'est aussi plus de sécurité dans les quartiers, et c'est plus être responsable de son sol. Ensuite, ce que je veux dire rapidement, c'est que si on veut faire baisser le prix des loyers, il n'y a pas 50 solutions, il faut qu'il y ait une offre locative supérieure à la demande. Et quand je dis je veux faire des propriétaires, je veux vendre une partie du parc HLM à ceux qui sont locataires depuis 15 ans, ce qui va nous permettre, quand je vends un T3, j'ai la trésorerie pour en construire 2 autres. Et dernier point, et puis je m'arrêterai là, monsieur Novillo, dernier point, c'est que je veux absolument que l'on remette dans Toulouse, on revienne à l'esprit de la Toulousaine, en quelque sorte. Parce que c'est ça qui fait notre identité. Et aujourd'hui, quand je vois qu'une Toulousaine est vendue pour une histoire de famille et qu'on met un immeuble 6, 7, 8 étages, je trouve ça dramatique. Alors qu'on pourrait densifier beaucoup moins. Allez, Elisabeth Bellobre, vos options sur l'urbanisme. Et ensuite, on entend qui n'a pas encore parlé sur l'urbanisme. Très bien. Donc, sur l'urbanisme, oui, mais je voulais d'abord ajouter que... Non, sur l'urbanisme. Sinon, je ne pourrais pas vous faire conclure. Voilà. Donc, sur l'urbanisme uniquement. Alors, sur l'urbanisme uniquement, dire que c'est aussi l'extérieur, les abords des logements, c'est aussi les espaces verts, c'est aussi utiliser le moindre petit bout d'espace vert pour mettre, s'il y a assez de place, un arbre de haute tige, s'il n'y a pas beaucoup de place, un arbre fruitier à disposition des passants, des promeneurs, etc. C'est aussi mettre des jardins partagés en bordure des immeubles, c'est aussi faire dans les quartiers, par exemple, le grand projet de
centre-ville, quand on va se promener et qu'on rencontre les Toulousains aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit des montagnes de gravats. C'est aussi respecter la vie au quotidien de générations entières d'enfants qui vivent, qui grandissent toute leur enfance au milieu de gravats, au milieu de poussière. Et ça, c'est inadmissible. Donc je propose des jardins partagés. Il y a dans la ville de Toulouse 100 hectares éparpillés qui servent à rien. Je propose qu'on les donne aux Toulousains pour que même s'ils habitent dans des immeubles à 1, 2, 3, 4 étages ou 5 ou plus, ils puissent avoir aussi les pieds sur terre et avoir leur petit bout de potager. Merci Elisabeth Bellobre. Jean-Christophe Célin, vraiment vos principales options. Je serai extrêmement discipliné. Sur la question de l'urbanisme, il faut évidemment un urbanisme maîtrisé. Pourquoi il faut un urbanisme maîtrisé, une densification maîtrisée? Tout simplement parce qu'il y a 5 fois moins d'habitants qu'à Paris pour une ville qui est un tout petit peu plus grande en superficie que la ville de Paris. Donc on doit répondre aux milliers de gens qui arrivent chaque année et faire en sorte de pouvoir les loger dans de bonnes conditions. Mais ça nécessite donc une maîtrise qui est liée à la question de quel type d'urbanisme et quel type d'équipement on fait. Donc cette question de l'urbanisme est liée à la question de la démocratie. C'est-à-dire qu'il faut demander l'avis aux gens. Et moi, j'ai fait beaucoup le tour là, pendant la campagne électorale, notamment sur le quartier des Pradettes, où on avait un projet complètement délirant là, qui devait être fait sur l'ancien tri postal, sans lien avec les habitants, sans discussion sur les équipements collectifs, avec un enclavement complet sur la question des transports. Donc il faut faire revenir la question démocratique pour demander quels sont les besoins qualitatifs pour répondre à la population au plus près des préoccupations quotidiennes, notamment en matière de services publics et d'équipements. Merci Jean-Luc Moudin, vos options en matière d'urbanisme. Ensuite, on écoutera Sandra Torre-Moccia et Serge Larose. Écoutez, moi je trouve le terme de densification extrêmement effrayant pour le citoyen. Pas de nature à le faire adhérer à une politique d'urbanisme quelle qu'elle soit. Je pense qu'il faut faire la densité, mais la densité modérée et nuancée. C'est-à-dire on ne fait pas la même densité dans tous les quartiers. Je plaide pour le respect des quartiers qui ont une identité, qu'on respecte cette identité, l'identité des quartiers pavillonnaires en particulier, ce qui veut dire qu'il faut savoir limiter les hauteurs en plein d'endroits. Je suis partisan aussi d'introduire dans la politique d'urbanisme et donc dans le futur plan local d'urbanisme PLU la notion de patrimoine, en faire une notion fondatrice du document et de la politique d'urbanisme elle-même. Également de réanimer les cœurs de quartier et surtout de réanimer le dialogue qui n'a pas marché ces derniers temps entre la collectivité et les citoyens, ce qui passe par rediscuter certains projets à Montaudran, au Grand Selve, Paléficat, au CEAT, dans pas mal d'endroits, dans pas mal de quartiers à Toulouse, les choses ne se sont pas bien passées. Il faut donc en rediscuter après l'élection municipale. Alessandra Moccia, pour vous, urbanistiquement, Toulouse devrait ressembler à quoi ? Alors moi, je crois qu'on peut en discuter pendant de longues heures. L'urbanisme, c'est un très vaste sujet, mais ça fait bien longtemps qu'il y a un problème de logement à Toulouse comme dans toutes les grandes villes en France. Et je pense que la seule façon de faire vraiment avancer les choses, c'est un toit, c'est un droit. C'est des associations qui le disent. C'est par un combat de justement tous ceux qui veulent obtenir un meilleur logement ou un logement tout court pour avoir un rapport de force pour faire pression, parce que toutes ces belles paroles, ça n'a jamais réglé le problème du logement. Serge Larose, pour conclure sur cette partie de logement, vos options en matière d'urbanisme. Voilà, écoutez, l'urbanisme, c'est l'art d'aménager l'espace public, on est bien d'accord. On a beaucoup parlé des quartiers sensibles ou difficiles. Moi, je voudrais aussi parler des quartiers traditionnels, parce que Toulouse est un assemblage de quartiers. Vous avez Saint-Cyprien, vous avez Bonnefoy, vous avez les Minimes, etc. Et effectivement, beaucoup d'argent ont été mis dans d'autres quartiers. Moi, je pense qu'il y a une priorité pour ces quartiers où souvent les immeubles sont délabrés. Et puis, il faut cesser de les défigurer, par exemple avec des trams, comme c'est le projet pour le BHNS, et puis d'autres projets que M. Cohen, sans doute, mettra en œuvre. Maintenant, une dernière chose, le CEAT, nous avons la chance d'être la seule... Qu'est-ce qui est plaisant non, M. Cohen n'est pas encore élu. Non, M. Cohen, effectivement, nous avons la chance de récupérer ces presque 15 hectares du CEAT. Continuez votre propos, n'écoutez pas M. Célin. Non, mais je n'ai pas entendu ce qu'il disait. Je voulais dire que nous avons la chance... M. Cohen n'était pas encore si élu, voilà ce que disait Jean-Christophe Célin. Si M. Cohen est maire, surtout ne nous faites pas un quartier genre années 60. Nous avons des propositions, je vous les donnerai, je vais vous les
les donne rapidement. Beaucoup d'espaces verts, des résidences universitaires avec piscine et stade. Nous proposons la construction d'un auditorium parce que la ville est mélomane. Allez, on ne va pas tout développer, on a bien compris. Voilà. Les grandes lignes. Et puis les immeubles, même s'ils sont sociaux, à taille humaine, 3 étages, un vrai toit, dans l'architecture traditionnelle toulousaine. Merci à tous. On referme ce chapitre sur le logement et l'urbanisme et on va ouvrir la dernière partie de l'émission, c'est-à-dire votre conclusion.